Madame, Monsieur, bonsoir. Il fait beau temps ce soir, mais Météo au Togo annonce encore de gros orages pour la semaine prochaine. De grosses pluies avec risque d'inondation. Une épreuve grandeur nature pour le bassin de rétention d'eau. Vous savez, Lomé en dispose plus d'une vingtaine disséminés à travers la ville, plus celle de l'intérieur du pays. Risque d'inondation, une réelle préoccupation et pour les populations et pour le gouvernement. Et pour en parler justement ce soir, nous recevons le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Maître Kofi Tcholignano, avec qui nous allons évoquer bien sûr habitat, logements sociaux, bref, le cadre de vie des Togolais. Et c'est maintenant sur la télévision togolaise. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame et messieurs les journalistes. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Monsieur le ministre, justement, dans l'exercice, pour répondre à nos questions tout à l'heure, vous serez avec Edwige Apedo de Radio Djena. C'est une radio sur la toile. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Également avec Mathieu Mozou de Radio Zéphir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Monsieur le ministre, il y a tout juste une semaine aujourd'hui, vous étiez en déplacement sur les sites de bassins de rétention d'eau avec votre collègue, le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. On va revenir, si vous le permettez, sur cette visite de terrain en images et on en parle juste après, monsieur le ministre. D'accord. Lomé est en proie à des pluies diluviennes depuis 2 semaines déjà et le temps s'y prête pour tester les ouvrages de caniveaux de drainage construits. Des systèmes d'évacuation et de pompage d'eau, des lagunes retenues d'eau qui recueillent les eaux pluviales ont été également mis en place. Leur suivi quotidien est assuré par des techniciens aguerris pour soulager les populations riveraines en cas de débordement. Par rapport à l'anticipation, l'action du gouvernement a été très salutaire puisqu'au début de la saison des pluies, nous avons eu des crédits qui ont permis d'anticiper, de remettre à l'État tout le système de pompage, arriver à arranger tous les bassins, donc s'assurer que tout le système fonctionne normalement. La NOSAP a prévu des équipes sur chacun de ces bassins pour pouvoir enlever les plantes aquatiques et faire l'entretien du bassin de façon à accélérer l'évaporation de ces bassins lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans ces bassins-là pour que nous puissions éviter les débordements. Pour s'assurer de l'efficacité de ces systèmes, le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat et son collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise font une descente sur le terrain. Les 2 membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour attirer l'attention des populations sur les actes civiques à adopter pour protéger ces ouvrages. Au niveau de chaque bassin, vous allez voir le système de pompage qui est performant, le système d'électrification qui est très performant et même le système d'évacuation est très performant. Nous voudrions nous assurer effectivement de leur état de fonctionnement et tranquilliser la population que quelle que soit la densité de la pluie, nos systèmes d'évacuation d'eau sont performants et qu'il n'y a pas de crainte. Tout ce qu'on leur demande maintenant, c'est d'entretenir ces ouvrages. Il ne faut pas jeter des ordures, il faut bien entretenir pour que nous tous nous soyons préservés des désagréments de l'inondation. À travers ces ouvrages, le gouvernement veut garantir un cadre de vie décent à tous. Il revient à tout un chacun de contribuer à leur préservation. Alors, l'évidence, c'est qu'il pleut, et beaucoup d'ailleurs, et ça risque de continuer à en croire à Météo Togo. Gersiane en a fait cas tout à l'heure. Alors, monsieur le ministre, est-ce que nos bassins de rétention d'eau peuvent tenir pour éviter d'éventuelles inondations, puisque c'est l'inquiétude dans les différents quartiers de Lomé? Merci beaucoup, madame. Et effectivement, il y a une semaine, mon collègue de l'eau et de l'hydraulique villageoise et moi-même avions fait le tour de tous les bassins de rétention d'eau à Lomé. C'était effectivement pour nous assurer de leur bon état de fonctionnement. Et de ce que nous avons pu observer, nos bassins sont en bon état et fonctionne très bien. Et le système d'évacuation également fonctionne à merveille. Donc il n'y a pas de crainte cette année pour une possible inondation, du moins pour les zones où il y a implantation de ces infrastructures. Monsieur le ministre, à l'approche des pluies, est-ce qu'il y a des travaux de curage, par exemple, de révision du système de pompage qui sont faits en avance? Est-ce qu'il y a un suivi? Et nous tenons véritablement à saluer l'effort du gouvernement sous la plus haute instruction de son Excellence M. Foïso Djena Gnassingbé,
qui, par anticipation et avant le début de chaque saison pluvieuse, accorde des crédits aux structures qui se chargent de l'entretien et de gestion de ces bassins. Donc ces crédits-là permettent de faire tout l'entretien, de mettre en marche tout le système de pompage, tout le système de drainage et tout le système d'évaporation de ces eaux. Donc c'est des choses qui sont faites par anticipation. Le ministre, il pleut par cas nommé, il pleut également beaucoup à l'intérieur du pays. Et souvent, à l'intérieur du pays, les habitations sont un peu fragiles par endroits. Que fait votre ministère aujourd'hui pour intervenir justement, pour gérer la situation à l'intérieur du pays où il y a justement ces habitations un peu fragiles mais qui reçoivent beaucoup d'eau aussi? Le gouvernement fait l'effort de doter progressivement les villes de l'intérieur du pays de ces mêmes infrastructures d'évacuation des eaux pluviales. Il est vrai que nous n'avons pas la couverture complète du territoire, mais des mesures alternatives sont également prises. Lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des catastrophes, il y a des systèmes d'assistance que le gouvernement a organisés à travers la NPC, à travers le ministère des Affaires sociales et à travers les travaux publics qui ont des services déconcentrés qui assistent les populations sinistrées. Donc notre ministère également a des programmes de mise en place d'autres infrastructures et d'évacuation d'eau à l'intérieur du pays. Alors, parlant de l'intérieur du pays, tout à l'heure vous avez parlé des programmes qu'il y a, mais vous ne pensez pas qu'il est important d'installer peut-être des caniveaux pour pouvoir aider au drainage des eaux? Oui, dans les villes principales du Togo, parlant de Kara, Tapamé, Tchévier, Dapaon, aujourd'hui il y a des travaux de canalisation, des caniveaux qui sont en cours de construction, que vous pouvez même aller observer à Palimé. Vous voyez bien que Palimé et Tapamé sont aujourd'hui en chantier. C'est justement pour apporter la réponse à ces genres d'intempéries. En première ligne, dans ces risques d'inondation, il y a bien sûr les populations. On a écouté les interviews tout à l'heure, vous en parliez. Le ministre de l'eau aussi en parlait tout à l'heure dans son interview. Nous sommes allés les voir, ces populations riveraines qui sont exprimées. On va les écouter, vous allez réagir juste après. Todi mani mile si ane jija e dona npona minto si dona mikaka e do tuna e do mu ito e do tuna ta e si dona homena mikaka ina hoga me de biom temla na yo na mi agbo ni so ke jija sugbon mi va le pasi von mi va do me von mi va le pasi di kore mi anti gbogbo re le de kuku no be na one va ha do me na mi kusbena no ha do me a e ziala te mo ke la te no mano masravai. Ça réduit les risques d'inondation du fait que ça retient la plupart du temps l'eau. Mais s'il s'avère qu'il pleut énormément, comme vous le voyez, le bassin est déjà rempli. Donc il y a risque de débordement. Et surtout, si c'est vers la route, quand ça déborde un peu, il y a tous les déchets qui vont sur la route, ce qui ne facilite pas le déplacement des voitures et des motos. Les bassins d'eau réduisent les risques d'inondation parce qu'autrefois, lorsque ça n'y était pas, il y avait de l'eau qui entravait la circulation de part et d'autre. Mais avec son emplacement, on a constaté que le taux d'inondation au quartier a diminué. Alors, Monsieur le ministre, vous avez écouté ces hommes et ces femmes. Que dites-vous? Je salue ces jeunes dames et bel hommes qui se sont exprimés sur la qualité de nos ouvrages et reconnaissent que sans ces ouvrages, la ville de Lomé connaîtrait beaucoup plus d'inondations qu'elle ne la connaissent actuellement. Mais tout à l'heure, ils se plaignent du fait que les caniveaux ne sont pas régulièrement curés. Mais qu'est-ce qui oblige le gouvernement à curer les caniveaux? C'est parce que nous les remplissons de déchets solides. Donc nous en appelons plutôt au civisme de la population pour éviter de jeter des ordures, de faire de nos caniveaux des dépotoirs. Comme ça, nous allons les garder en bon état pour faciliter la circulation et l'évacuation de l'eau. Au-delà de l'appel civique que vous lancez, est-ce qu'il y a un travail, on va dire sous-marin, qui est fait avec les CVD, les CDQ dans les quartiers pour que justement eux relaient vos appels pour que les populations justement ne bougent pas les caniveaux pour faciliter la circulation de l'eau? Justement, il y a un travail de sensibilisation quotidien qui est fait
et à l'endroit de la population à travers ANASAP, que nous connaissons, qui non seulement fait la sensibilisation, mais fait également le curage. Parce qu'il y a l'opération de curage des caniveaux. Parce que l'eau, même quand il n'y a pas de bouchage de ces caniveaux, pas des ordures, des matières solides, au moins l'eau qui circule est sale et donc laisse des dépôts à l'intérieur de ces caniveaux. Donc régulièrement, l'opération de curage de ces caniveaux est faite pour les rendre disponibles à faire évacuer rapidement l'eau. Donc la sensibilisation est faite, les maires également sont mis à contribution pour que nous tous nous participions à l'œuvre de maintenance de ces caniveaux-là en bon état. Au-delà de l'ANASAP, il y a l'ANPC qui intervient beaucoup aussi sur le terrain, surtout en cas d'inondation. En quoi consiste donc votre collaboration? L'ANPC est un établissement public à caractère administratif qui est créé par décret en 2016, décret numéro 2016-043, pour effectivement coordonner toutes les actions de prévention et de gestion des risques de catastrophe. Donc en collaboration avec les ministères, de tutelle et des ministères, comment le dit-on, les autres militaires qui collaborent, qui participent à la maintenance et à la mise en œuvre à la prévention de ces catastrophes. Donc le ministère de l'Urbanisme est fortement impliqué dans les activités de l'ANPC parce que nous avons une direction, la Direction générale des infrastructures et équipements urbains et ANASAP, qui intervient sur la plateforme que l'ANPC a instaurée, qui permettent à tous les acteurs de pouvoir participer à la mise en œuvre d'abord de la prévention et de la gestion de ces risques de catastrophes naturelles. Monsieur le ministre, vous avez cité tout à l'heure les élus locaux, notamment les maires. Alors, quel travail doivent-ils faire, quel rôle doivent-ils jouer dans la sensibilisation des populations? Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés, les élus locaux, les cadres même des quartiers, tout le monde est interpellé à participer à cette œuvre de sensibilisation. Et nous devons nous-mêmes nous conscientiser pour nous dire que les caniveaux servent à drainer les eaux vers les bassins de rétention d'eau. Il faudrait les maintenir en bon état. Donc les élus locaux doivent également renforcer cette équipe de sensibilisation aux côtés des maires et aux côtés d'autres élus, les députés, tous ceux qui sont des acteurs de développement, les CVD, les CDQ, sont tous mobilisés pour faire cette sensibilisation. Lorsqu'on sillonne un peu en ville, au niveau de ces bassins de rétention, il y a le bassin de rétention du campus sur le boulevard Yadéban, avec un système d'évacuation qui draine l'eau vers les lagunes, puis vers la mer. Est-ce qu'on a envisagé peut-être le même système pour les autres bassins pour faciliter toujours l'évacuation de l'eau? C'est l'idéal, parce que ça c'est l'évacuation gravitaire. Vous savez bien que le relief de Lomé n'est pas homogène. Il y a des collines, il y a des zones de dépression. Donc lorsque vous avez l'inclinaison qui facilite l'écoulement facile, c'est des opérations qu'on peut faire. Mais quand le bassin se trouve à une hauteur ou à une position qui doit plutôt faire remonter l'eau, ça c'est des crêtes, donc c'est difficile de faciliter l'écoulement. Mais il y a le système de pompage. Même si les bassins qui ne sont pas directement connectés à la mer n'ont pas de liaison à partir des caniveaux, il y a le système de pompage. Vous pouvez même le remarquer au niveau du bassin Caméléon, le carrefour Bodjona. Vous allez voir qu'il y a un système de pompage là-bas. Quand vous remontez, vous allez au niveau de Deux Lions, vous avez un système de pompage. Même au niveau de Léo 2000, où le bassin n'est pas connecté, il y a toujours des systèmes de pompage. Là où il n'y a pas de découlement gravitaire, il y a un système de pompage. Quand vous arrivez au niveau de Agbalefedo, là c'est un système gravitaire. Il n'y a pas que le bassin de l'université. Il y a aussi le bassin de Agbalefedo qui draine naturellement l'eau. Il y a un exutoire au niveau de l'Omégan. Donc l'eau est convergée vers l'exutoire de l'Omégan qui la draine au niveau de la lagune, puis la lagune est communiquée à l'océan. Monsieur le ministre, parfois les populations, les riverains se plaignent parce que le système de pompage est en panne ou alors il n'y a pas de carburant. C'est ce que nous entendons. Alors, est-ce que vous prenez des dispositions pour que cela ne se passe pas lorsqu'il pleut? Mais je vous avoue que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. La gestion et l'entretien de ces bassins sont onéreuses.
C'est-à-dire qu'il faut des investissements lourds. Au niveau des bassins, vous allez voir qu'il y a des motopompes et des groupes électrogènes. Donc, chaque fois, il faut les alimenter. Ce n'est pas tous qui sont connectés à l'électricité, à l'énergie qui sont au niveau du poteau électrique, mais d'autres bassins sont alimentés par les groupes électrogènes. Donc, il faut mettre du carburant. Il faut mettre également du carburant dans la pompe d'aspiration. Donc, tout ça, effectivement, comme c'est des machines, il peut arriver un moment de fatigue. La machine peut lâcher, tout comme le carburant peut s'épuiser. Mais ce n'est pas des choses qui attendent longtemps. Quand on le signale, les mécanismes sont mis en branle et on renouvelle toujours. Donc l'arrêt n'est pas aussi long. C'est plutôt des arrêts momentanés. Ou alors, des fois, c'est le groupe, la machine qui pompe, qui s'échauffe. Donc il faut la mettre en arrêt un peu et attendre son refroidissement avant de la ranimer. Donc il y a tout un mécanisme. Donc là où il y a ces plaintes, il faut les rassurer que nous veillons chaque fois à ne pas abandonner les bassins, mais il y a des gens qui travaillent là-bas de jour comme de nuit pour assurer le pompage et le coulement facile des eaux. Avec la décentralisation, est-ce que les communes peuvent contribuer à l'entretien de ces bassins? Oui, selon leurs moyens. Aujourd'hui, si les communes offrent des moyens pour prendre en charge ces bassins qui se retrouvent sur leur territoire, l'État va se retirer. Mais pour le moment, les communes n'ont pas encore les moyens ni la technicité. Donc progressivement, on va leur faire le transfert de cette technicité-là pour que l'État se retire. Au-delà des bassins de rétention d'eau, au-delà des caniveaux qui sont là au long des routes, est-ce qu'il y a d'autres projets d'assainissement de la ville de Lomé en cas d'intempéries, en cas de pluie? Peut-être que nous ne savons pas et que vous voulez bien nous en parler. L'État est toujours en quête des solutions idéales pour répondre aux préoccupations de nos populations. Donc il y a des projets, je ne sais pas si c'est ici le lieu de les évoquer. Sinon, actuellement, on a lancé le schéma directeur d'assainissement du Grand Lomé. Aujourd'hui, Lomé ne s'arrête pas seulement au niveau d'Agoué. Lomé continue jusqu'au niveau d'Adétikopé, au niveau de Zanguera. Donc aujourd'hui, il faut étendre le réseau de coulement d'eau. Et tout ce que nous faisons maintenant, on le prend à la dimension du Grand Lomé. Donc il y a des projets d'abord pour l'élaboration de ce schéma directeur. Il y a également un projet de micro-tunnelier. Donc je parlais tout à l'heure de drainage gravitaire. C'est-à-dire qu'actuellement dans certains pays, par exemple la Côte d'Ivoire, c'est la plupart des caniveaux dont la profondeur n'est pas aussi grande qui facilitent le coulement des eaux. Ils creusent jusqu'à la profondeur du sol, c'est comme des métros. Mais on dit micro-tunnelier, c'est à de petites tailles. Comme ça, l'eau est recueillie puis drainée gravitairement directement vers l'océan. Donc c'est ce système-là, l'étude est en cours. Donc s'il plaît à Dieu, si nous arrivons à mobiliser les ressources, je crois que c'est la solution la plus indiquée pour le problème d'assainissement à Lomé. Alors, sur l'entretien des bassins de rétention d'eau, il y a le 4e lac de Lomé où on a constaté souvent qu'il y a des ordures qui sont versées et aussi des corps qui sont repêchés. Que pense faire le ministère pour protéger d'abord le 4e lac et aussi les citoyens en même temps? Le 4e lac était une solution pour assainir la zone je crois que c'est la zone du port qui est limitrophe du port. Effectivement, nous avons un projet d'abord pour protéger, sécuriser le bassin et peut-être organiser les activités ludiques, les activités économiques aussi aux alentours, mais en même temps assurer la sécurité des riverains. Donc il y a un projet que nous sommes en train d'élaborer. Le rêve togolais aussi, c'est de construire sa maison. Et aujourd'hui, construire sa maison, il faut avoir un permis de construire. Est-ce que aujourd'hui c'est délivré par les mairies? Est-ce que le ministère agit également sur cette question? Bon, merci. Au fait, le permis de construire ne sort pas à la mairie. Mais le maire ne se retrouve qu'au bout de la chaîne. Le processus, aujourd'hui, Dieu merci, est dématérialisé, est fait numériquement. Donc la requête est introduite sur une plateforme qui est ouverte et qui est à la disposition des usagers. Mais celui qui introduit la requête, c'est l'architecte. Et maintenant, l'instruction de la requête est faite par une commission
à laquelle appartient le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Donc, quand nous faisons nos équipes, il y a le 10 autonome de Lomé, il y a le ministère de l'Urbanisme, il y a également les architectes qui sont également mis à contribution. Quand nous finissons l'instruction et que nous nous assurons d'abord de l'authenticité de la requête et la possibilité de lui délivrer le permis de construire, maintenant on le délivre maintenant. Et on poste ce permis vers la mairie sur le territoire duquel se trouve l'immeuble. Et c'est en ce moment que le maire retrouve maintenant le certificat et il le sort de sa machine et il signe. Donc ce n'est pas les maires qui sont les seuls acteurs de délivrance de permis de construire. C'est toute une organisation. Mais Dieu merci, tout se fait aujourd'hui en ligne. Donc le système est complètement dématérialisé. Aussi bien dans l'envoi de la requête que des pièces justificatives ainsi que les institutions, tout cela se fait en ligne. Alors, beaucoup construisent aujourd'hui dans les zones à risque d'inondation justement. Alors que fait votre ministère pour les empêcher ou parer beaucoup plus en avance des risques d'inondation? Tout d'abord, ceux qui construisent dans les zones inondables ou bien des zones non constructibles sont ceux-là qui ne font pas recours à la demande de permis de construire. Parce qu'à Lomé, par exemple, nous avons le schéma directeur de Lomé qui détermine les zones constructibles et identifie clairement les zones non constructibles. Donc, lorsque vous approchez les services qui délivrent le permis de construire, ils vous diront si votre site sur lequel vous sollicitez le permis est constructible ou non. Donc, nous, on continue la sensibilisation pour dissuader ceux qui s'aventurent sur des sites inondables de ne pas le faire. Mais vous savez comment les choses poussent à Lomé. Souvent, c'est en saison sèche que précipitamment les vendeurs et acquéreurs se retrouvent. Puis après, vous voyez seulement monter les murs. Mais le temps de découvrir que voilà, c'est une construction à risque, l'immeuble est déjà achevé. Et généralement, les acquéreurs qui devaient se préoccuper de la chose se soucient le moins. Et c'est quand il y a des dégâts qu'ils commencent par pousser des cris pour des alertes, mais c'est trop tard. Quelle doit être la réaction? L'État doit prendre des sanctions. Et nous sommes en train de réfléchir sur la manière de réprimander ces comportements inciviques. Parce qu'il faut d'abord amener à démolir ces constructions qui sont faites dans les zones inondables, parce que c'est déjà non seulement une menace pour celui qui construit, mais aussi pour toute la population. Donc nous allons vers peut-être une pénalisation de ces genres de comportements. Alors, quel est le premier geste à adopter avant d'acheter un terrain pour un citoyen, pour éviter d'aller vers des terrains inondables? Pour acheter un terrain, il faut d'abord s'adresser aux services appropriés, notamment la direction de l'urbanisme et de l'habitat, qui dispose de tous les éléments d'information à mettre à la disposition du public pour celui qui veut construire. Si vous allez également au cadastre, ils ont les mêmes documents à vous fournir. Là, vous allez vous renseigner et vous allez maintenant avoir un bon départ parce qu'on sait que l'investissement en termes d'immobilier est très lourd et que beaucoup de nos concitoyens font recours au crédit. Mais si vous devez faire tout cet effort et vous retrouvez plus tard dans l'eau, c'est très déplorable. Là, nous sommes de plein pied dans l'habitat. On va continuer donc sur cette lancée. Octobre dernier, c'était la journée de l'habitat, 37e édition. Et vous dressiez un constat. Le constat, c'est que, je vous cite, Monsieur le ministre, une grande partie de la population mondiale, en particulier dans les pays en développement, n'a ni toit ni installation sanitaire. Alors, au Togo, le gouvernement, on le sait, a entrepris beaucoup d'efforts en la matière. Où en est-on, Monsieur le ministre, avec le projet de construction des 20 000 logements, puisque vous en faisiez aussi cas dans votre discours? Merci beaucoup. Effectivement, la préoccupation du gouvernement sur le logement est à un niveau très élevé, et ce qui justifie qu'on ait inscrit dans le PND et sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025 le programme de construction de 20 000 logements. Et ce programme fait son bonhomme de chemin, parce que, comme vous l'avez dit, c'est déterminé dans un délai 2020-2025, ce qui nous amène à produire des résultats déjà à partir de 2025. Donc, nous sommes dans la phase préparatoire. C'est une phase invisible, mais nous sommes en train de faire les études pour rendre mature
les sites qui vont accueillir ces logements. Déjà, au niveau du ministère, nous avons pu acquérir du foncier sécurisé sur toute l'étendue du territoire. Quand nous parlons de foncier sécurisé, c'est des parcelles de terre que nous avons achetées, que nous avons immatriculées, c'est-à-dire sur lesquelles nous avons fait créer le titre foncier au nom de l'État. Et c'est ces sites-là qui seront mis à la disposition maintenant des promoteurs immobiliers. Ceci pour d'abord garantir la durabilité de l'opération, pour attirer l'investisseur, parce que ce n'est pas l'État seul qui va contribuer à la mise en œuvre de ce programme de construction de 20 000 logements. Et c'est permettre également aux derniers acquéreurs de pouvoir s'assurer que ce qu'il acquiert n'a pas de crainte demain de connaître des litiges comme ceux qui pourraient s'aventurer sur des terrains non immatriculés. Oui, monsieur le ministre, vous avez dit qu'un travail se fait, qu'on ne voit pas forcément, mais nous sommes pratiquement à 2 ans de l'échéance 2025, on ne compte plus 2022. Mais est-ce que c'est possible? Les Togolais se demandent. C'est possible. Ce n'est pas de l'utopie. Et l'orientation que le gouvernement a donnée à ce programme, c'est d'aller vers la création d'une ville nouvelle. Et un site a été identifié à une trentaine de kilomètres de Lomé, ce qui va décongestionner à l'avenir la ville de Lomé. Et c'est une ville qui est imaginée pour pouvoir offrir tous les atouts, toutes les commodités. C'est-à-dire que vous allez, c'est comme une cité, toutes les rues seront pavées ou bien bitumées et seront éclairées. Donc c'est un nouvel espace aménagé, décent qui attend les Togolais dans un proche avenir. Parlant de ce projet, il y a d'autres logements qui sont en cours. Il s'agit de Well City à Tikopé, Cité Mokpoko à Didogomé. Alors beaucoup de Togolais disent que ce n'est pas à la portée de leur bourse. Monsieur le ministre, c'est finalement un projet pour riches. Oui, hein, c'est un projet pour riches. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, les cités que vous avez citées tout à l'heure, il faut d'abord les nuancer. Quand vous prenez Well City ou bien la Renaissance, c'est des investissements privés. Et qui dit investissement privé attend forcément un retour sur investissement. Donc c'est des opérations qui participent bien évidemment à la production de logements, ce que nous saluons, mais les opérateurs de ces investissements, eux, c'est sur la loi du marché. Donc ils spéculent, donc c'est du business. Maintenant, ce que l'État fait, par exemple, vous avez cité le cas de la cité Mokpoko. Là, c'est une première phase expérimentale du programme de logement à coût abordable. Bon, il est vrai que cette phase expérimentale n'a pas donné les résultats attendus. Et nous en tirons aujourd'hui des leçons pour parfaire les autres offres que nous aurons à faire à l'avenir. Et aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure que l'État est en train d'acquérir le foncier sécurisé, qu'il va mettre à la disposition des promoteurs, c'est une subvention que l'État est en train de faire qui va profiter plus tard aux derniers acquéreurs. Donc, le promoteur immobilier, celui qui va construire le logement, on va lancer bientôt un appel d'offres pour les sélectionner et on va lui attribuer des sites sur lesquels les logements vont se faire. Maintenant, ces sites ne seront pas vendus au prix qu'il faut. Donc, le gouvernement va alléger le coût de la construction et ça va jouer sur le prix final. Ça veut dire que nous avons la cible, c'est-à-dire la couche sociale de la population à revenu faible ou à revenu intermédiaire. Bien vrai, quand nous parlons de vie nouvelle, vous allez voir toutes les catégories sociales de la population. Vous allez voir les logements à coût, les logements sociaux, les logements économiques et les logements de luxe. Tout le monde trouvera son compte. Une précision, monsieur le ministre, est-ce que c'est des logements qui sont construits tout faits et vendus ensuite à l'acquéreur ou l'acquéreur participe à la construction de ces logements? Voilà, vous avez touché un nœud. Ça dépend du montage. Le montage qui est fait à Mokpoko était assimilé à la participation de l'acquéreur à l'évolution du chantier. Ce qui fait que le chantier peut prendre des années avant de finir, parce que tout dépend de l'apport graduel de l'acquéreur. Mais l'option que nous avons faite maintenant, c'est que le promoteur immobilier, une fois qu'il est sélectionné, doit mobiliser les ressources pour construire, finir, et l'acquéreur ne viendra trouver que des immeubles déjà bâtis.
Dans le cadre de la construction de ces 20 000 logements, il était question de 3 000 logements à Toglekope sur un espace de 50 hectares. Là, c'est Shelter Afrique qui devait le faire. Je ne sais pas si le projet est toujours en cours. Merci aussi pour cette question. Vous savez, c'est des démarches progressives que le gouvernement est en train de faire et au fur et à mesure, les nouvelles orientations apparaissent pour prendre en compte la finalité que nous voulons donner à ce programme. Tout à l'heure, je vous parlais de création de conditions de vie nouvelles. Au moment où on avait identifié le site de Toglé, l'idée d'aller vers la création d'une vie nouvelle n'avait pas encore émergé. Donc, une fois que la nouvelle idée de construire une vie nouvelle a apparu, nous avons maintenant délocalisé la réalisation que Shelter Afrique devait nous faire sur le site de Toglé. Nous l'avons aussi délocalisé pour l'amener sur le site qui va accueillir la vie nouvelle. C'est ça qui a fait que, pour le moment, vous ne voyez rien commencer au niveau du site de Toglé. Voilà, vous l'annoncez dans votre discours du 3, diffusé donc la veille, 3 octobre dernier, journée de l'habitat. On va écouter votre annonce et on revient aussi là-dessus. D'accord. Dans un premier temps, il a été décidé de créer une ville nouvelle à Kpomé, dans la commune de Zion 1, sur une superficie de 1177 hectares pour décongestionner le Grand Lomé. Ce programme devra être étendu au reste du pays. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement s'est engagé non seulement à mettre le foncier sécurisé à la disposition des promoteurs immobiliers qui désirent investir dans les logements à coût abordable, mais aussi à réaliser les voies et réseaux divers qui mènent au site. Alors, Monsieur le ministre, parlant de cette ville nouvelle qui sera à environ 40 minutes de Lomé, pourquoi le choix de Kpomé? Vous parlez aussi de foncier sécurisé. Voilà. Le choix de Kpomé, au fait, ce n'est pas un hasard. D'abord, Kpomé est l'agglomération proche de Lomé. C'est au niveau de la couronne de Lomé. C'est-à-dire que aujourd'hui, Lomé s'étend. Lomé a dépassé Djagbelé. Donc, l'agglomération voisine de Djagbelé, c'est Kpomé. Mais il s'est trouvé que l'État, depuis 2020, avait déjà déclaré une zone de Kpomé d'utilité publique pour constituer une réserve foncière en vue d'accueillir des investissements publics. Donc, lorsque l'idée d'aller vers la création d'une nouvelle a émergé, le choix de ce site-là, qui se trouve à Kpomé, a été décidé. Et c'est ce qui fait que c'est Kpomé qui est retenu. Mais Kpomé aussi, c'est un peu les phosphates, la terre. Est-ce que, puisque vous parlez toujours de foncier sécurisé, est-ce que ce n'est pas une menace plus tard? Non, on a déjà fait une étude de préfaisabilité, qu'on appelle l'étude de factibilité, qui a révélé d'abord la constructibilité du site. Et les études que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour effectivement avoir la garantie qu'il n'y a pas de menace par rapport aux mines, à l'exploitation des carrières qui se fait dans la zone. Monsieur le ministre, quand les gens entendent la création d'une ville à Kpomé, on se pose des questions. Comment ça va se faire concrètement? La création? Oui, comment créer cette ville? Bon, actuellement, nous sommes en train de lancer l'étude de faisabilité. Et cette étude comporte l'étude technique, c'est-à-dire l'étude géotechnique, la topographie, l'étude hydraulique, l'étude géohydraulique, l'étude épidémiologique, l'étude d'impact social et environnemental, l'étude des VRD, c'est-à-dire les voies d'accès et les voies structurantes. Donc, lorsque nous aurons les rapports de toutes ces études, vous allez voir maintenant que nous allons lancer le marché pour sélectionner les promoteurs. Pour sortir un peu disons, du langage technique, donc oui. C'est une ville qui va pousser comme ça du ciel. Un peu comme, on sait qu'Abuja n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, Abuja, c'est une réalité. Justement, on est un peu dans le même schéma. C'est dans le même schéma. Ce n'est pas que les particuliers iraient acheter des lots pour les construire. Non, c'est des promoteurs. Il y a du talent, l'investissement sera mobilisé par les promoteurs immobiliers. Quand je dis promoteurs immobiliers, c'est des constructeurs, ceux qui sont spécialisés dans les projets de construction de grande envergure. C'est eux que nous allons mobiliser pour faire de la construction.
Alors, nouvelle ville en perspective, logements sociaux, risque d'inondation. Monsieur le ministre, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé, mais qui vous tient à cœur? Bon, je crois qu'au niveau de mon département, nous avons quand même effleuré l'essentiel des activités auxquelles nous nous consacrons au quotidien. Mais nous faisons également les infrastructures urbaines. Par exemple, nous avons en chantier des voies au niveau de la commune Golfe 1. Nous avons actuellement des chantiers, par exemple le boulevard du Mono, je dis boulevard du Mono, boulevard Mobutu, actuellement en chantier. Et la rue, comment il s'appelle, Auxiliadora est en chantier. Et actuellement, nous avons également lancé d'autres marchés que nous sommes en train de boucler pour toujours continuer par desservir certaines rues là-bas. Il y a la rue, l'avenue Tchaoudjo, la rue des Robinets, la rue des handicapés, et le boulevard Mouffé-Boigny. Et au niveau de Dewi, nous avons également la rue du Massessé. Et au niveau de Daoba, nous avons également un chantier là-bas pour faire les collecteurs, pour drainer les eaux de la zone de Daoba vers la lagune. Ça, c'est les chantiers qui sont en cours. Mais nous avons réalisé également d'autres chantiers, par exemple à Gbalepédo. C'est nous qui avions, à travers le projet PIDU, financé par la Banque mondiale, c'est nous qui avions réalisé la rue Livingstone, la rue Agbenoukou. Est-ce que dans ces projets, il est également question d'aménager les pistes urbaines qui vont vers, disons, les quartiers périphériques pour faciliter toujours le... Oui, nous avons fait également des voies connexes, certaines voies connexes selon les moyens dont nous disposons. Et nous avons non seulement aménagé certaines voies, mais également nous sommes préoccupés des écoles. Il y a une école primaire là-bas que nous avons complètement réaménagée. Nous avons installé un coin repas aujourd'hui dans cette école, et ce qui fait la joie même aux parents d'élèves, aux élèves et aux enseignants. Et je crois qu'il y a un projet également de refaire leur clôture. Nous avons éclairé toutes ces voies-là. Aujourd'hui, quand vous y arrivez, je crois que vous allez trouver de bels emplacements. Et nous avons également réalisé des ouvrages d'infrastructure urbaine à Kara. C'est nous qui avions réalisé, bon, ce n'est pas complètement fini, mais c'est presque fini, la rue Chaminade et la rue SOS. Et bientôt même, il y a un pont à Kara qu'on appelle Pont Belewaï. Bientôt, nous allons également lancer sa construction. Donc nous faisons beaucoup de choses, nous faisons les travaux d'aménagement urbain, les SDO, les plans directeurs, c'est nous qui les élaborons. L'importance de cette journée de l'habitat, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'habitat, les citoyens souvent ne comprennent rien par rapport à ce sujet. Bon, l'habitat, c'est une préoccupation mondiale. Parce qu'il n'y a pas qu'au Togo. Et le souci est aujourd'hui partagé que la population croît plus vite que les logements dont elle aura besoin pour se loger. Donc le souci aujourd'hui est de permettre aux décideurs et aux gouvernants d'offrir des cadres de vie décents à toute la population du monde, et quand on est au Togo, à tous les Togolais. Donc c'est ce chantier-là que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, et au niveau mondial, c'est toujours un appel pour que tout le monde, y compris la population et les gouvernants, se préoccupent de pouvoir se procurer un cadre de vie décent, agréable, sûr et résilient. Les populations estiment que c'est beaucoup plus d'annonces, des faits que des actions concrètes. Alors quel mot pour les rassurer, monsieur le ministre? Il est vrai que l'attente est plus grande que l'effort fourni. L'effort fourni est à la mesure des moyens dont dispose l'État. Aujourd'hui, vous avez cité aujourd'hui des privés qui investissent aussi dans la production de logements. Donc c'est quelque chose que nous devons tous nous lever pour permettre sa mise en œuvre. L'État fera ce qui relève de son domaine et selon les moyens dont il dispose. Mais les privés aussi continueront. Mais le souhait, c'est que tôt ou tard, que nous arrivions à offrir à chaque citoyen un cadre de vie. Quand nous disons cadre de vie décent, c'est-à-dire qu'au moins il y a le minimum de confort. Au moins le cadre de vie est un peu spacieux. Il n'y a pas d'agglutination sur un petit espace. Au moins il y a des sanitaires, il y a au moins l'aération, il y a au moins une petite cour. Donc c'est ce que nous envisageons, un cadre de vie que nous envisageons pour notre population. Donc ce n'est pas des effets d'assaut. Nous, quand nous le disons,
c'est que nous mettons également tous les moyens pour y parvenir. Même si ça ne répond pas tout de suite aux attentes de toute la population, ça serait quand même un début de solution, et sachant quand même que les 20 000 logements ne vont pas suffire. L'État entend répliquer cette même expérience dans les années à venir. Donc quand nous disons que c'est une opération qui va couvrir tout le territoire togolais, c'est que quand nous allons finir la construction des 20 000 logements, au niveau des communes, au niveau des grandes villes, nous allons continuer la construction, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des privés. Aujourd'hui, quand même, vous voyez les chantiers, les privés ont ouvert des chantiers. Ce n'est pas que West City, il n'y a pas que Mokoko, mais il y a d'autres promoteurs qui investissent aujourd'hui. Donc, je les salue, je les félicite et je demande à tout le monde qui a les moyens de s'investir dans l'immobilier, parce que ça aussi va contribuer à faire chuter le coût des loyers, le coût des logements au Togo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien. À moins que vous ayez un dernier mot, un message peut-être. Comme on est toujours en temps de pluie, de gros orages sont encore annoncés pour la semaine prochaine, peut-être un message à l'endroit des populations. Bon, je ne peux qu'en appeler à la prudence à l'endroit de la population. Pour d'abord, parce que les orages, là, ils n'avertissent pas. Donc, nous devons être prudents, mais éviter effectivement toujours de remplir les caniveaux des matières solides. Mais je voudrais également profiter de votre antenne pour annoncer que dans le cadre de cette journée mondiale de l'habitat, mon ministère a retenu la ville de Palimé pour abriter les activités, pour permettre à la population de découvrir toutes les activités au sein du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Donc ces activités vont commencer du 10 et prendront fin le 14, toujours à Palimé. Donc vous, les journalistes, vous êtes invités, la population tout entière est invitée pour prendre part à ces activités. C'est sur ce mot d'espoir que nous allons refermer donc cet entretien. Monsieur le ministre Tcholi Nianou, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à Mathieu Mouzou de Radio Zéphyr, Edwige Apedo de Radio Djena sur la toile. Merci à Marie-Gaine Abeta pour les interviews, Jasmina Baga pour son sujet et à toute l'équipe technique, la réalisation bien sûr, vous qui nous regardez à la maison. Merci aussi et à très très bientôt sur la télévision togolaise. C'est moi qui vous remercie, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci.